points que j'ai retenus du discours de Paul Biya. Il a parlé de la crise anglophone. Il a dit qu'il pensait qu'il s'agissait d'une revendication corporatiste, hein, c'est-à-dire une revendication des enseignants qui se plaignaient du fait que les instituteurs qu'on envoyait étaient des personnes d'origine francophone et qui ne parlaient pas bien l'anglais. Revendication des avocats qui se plaignaient de la traduction de l'OHADA en anglais et de peu d'usage de la common law. Et que lui, il a décidé, une fois qu'il y a eu des revendications, il a cru que la crise s'était calmée parce qu'il avait décidé de l'arrêt des poursuites et que ça avait bénéficié à plus de 200 personnes en détention dans le cadre de la crise anglophone. Il a dit qu'il a accéléré le processus de décentralisation qui avait été inscrit dans la Constitution après la tripartite de 92 en créant donc 92, 2002, 2012, 2019, donc en créant 27 ans ou 28 ans plus tard, en créant un ministère de la décentralisation, 28 ans plus tard. Donc 28 ans plus tard, il a créé un ministère dont il a pensé qu'il a participé à la résolution de la crise. Il a rejeté la responsabilité de la violence, non pas sur une partie, je ne dirais pas sur nos forces de défense, sur une partie de nos forces de défense, parce que quand vous avez l'occasion d'échanger avec certains membres des forces de défense, ils vous disent que ce n'est pas toutes les forces de défense qui vont brûler les villages. Dans une partie, donc il dit qu'il a rejeté la responsabilité sur les groupes radicaux inspirés de l'étranger. Donc, Paul Biya a parlé comme si il ignore que nous avons regardé dans les vidéos sur YouTube, sur Facebook, comment les populations anglophones au début de la crise défilaient dans les villages avec l'arbre de la paix et se feraient tirer dessus à balles réelles. Et donc, il décédait. Donc, apparemment, il n'a pas vu ça. Bon, il a rejeté la responsabilité sur les groupes radicaux inspirés de l'étranger et les groupes armés, et les bandes armées. J'observe que dans d'une interview à Equinox TV, Paul Aya-Abin, ancien magistrat de la Cour suprême, avait dit qu'il pensait qu'à Tangandji, il avait entendu qu'à Tangandji lui-même avait des bandes armées en grand zéro. Donc, Paul Biya dit que ce sont les exactions qui sont poussées par... la raison pour laquelle les populations anglophones sont déplacées au Nigeria et à l'intérieur du pays, c'est parce qu'il y a des exactions qui sont poussées par des bandes armées financées depuis l'étranger. Donc, Paul Biya a dit qu'il avait mis en place un plan humanitaire donc pour résoudre la crise. Donc, je pense qu'il parlait des camions je crois qu'il y avait eu 50 camions chargés de savon, de riz et d'huile que Atangandi avait affrété pour amener dans le nord-ouest, sud-ouest. Et donc, certaines personnes dont je ne citerai pas ici, qui travaillent dans l'humanitaire, nous disent qu'une partie même de ces dons humanitaires ont atterri dans des magasins appartenant à la personne qui était chargée de les délivrer. Et donc, il a brûlé un camion, a fait ainsi que pour distraire les gens à Yaoundé. Et qu'on ne retrouve pas des réfugiés qui ont régulièrement reçu cette aide-là. Bon. Apparemment, ces rapports ne sont pas remontés jusqu'à Paul Biya, donc il pense qu'il a affrété des convois humanitaires. Donc, voilà. Bon, Paul Biya a rappelé son attachement à la politique de l'équilibre régional pour régler le problème de la marginalisation des anglophones. Donc, il a rappelé le fait qu'il avait nommé un premier ministre depuis toujours, qui sont des premiers ministres. Le poste de premier ministre revient aux anglophones. Donc, comme le poste de premier ministre revient aux anglophones, alors les anglophones n'ont pas à se plaindre parce qu'ils sont représentés, comme on dit, à la mangeoire, comme on dit dans notre pays. Donc, avec le respect qu'on peut avoir à un homme de son âge, parce que c'est quand même un grand-père, il semble avoir oublié que ce que les anglophones réclament une bien meilleure gouvernance. Ça veut dire que les anglophones lui demandent de mettre en place une gouvernance locale. Une gouvernance locale, ça veut dire une gouvernance qui leur permet désormais de s'occuper de leurs affaires et de prendre des initiatives au niveau local. Ça veut dire d'élever les impôts au niveau local, de construire des salles de classe au niveau local, de construire des écoles au niveau local, de construire des dispensaires de santé au niveau local, d'avoir une gouvernance locale, comme dans les pays que nous pouvons voir, où c'est le maire qui s'occupe de la politique d'enlèvement des ordures, par exemple. Au Cameroun, l'enlèvement des ordures ménagères ne dépend pas du maire.
La construction des routes municipales ne dépend pas du maire. La construction des routes régionales ne dépend pas du conseil régional. La construction d'un barrage, l'aménagement d'un parc d'attractions, l'aménagement d'une zone industrielle, l'aménagement d'un parc d'activités, la construction d'un marché de gros, d'un marché de détail, ne dépend pas ni du maire ni des collectivités locales. Tout ça est centralisé et décidé à Yaoundé. C'est de ça qu'il s'agit. Les populations veulent pouvoir mettre en place une gouvernance locale. Une gouvernance locale. Ça veut dire la capacité de définir des projets par l'exécutif local, c'est-à-dire que l'exécutif municipal, l'exécutif régional, le législatif municipal, le législatif régional, la capacité de définir des projets en fonction des besoins des populations locales, la capacité d'implémenter ces projets, de trouver des financements et de réaliser ces projets. Je prends un exemple simple. Pour des régions que je connais bien, c'est le Nozo. Allez à Bamenda, regardez quand les gens disent commercial market de Bamenda. Vous avez déjà vu ça? C'est des histoires en terre battue. Un incendie peut faire voler ça. Or, à cet endroit, on pourrait construire un grand marché moderne sur 4-5 niveaux modernes, avec des boutiques, un système anti-incendie, un système de sécurité, la vidéosurveillance, des entrepôts de magasinage, pas loin, de manière à ce que le marché de Bamenda soit un grand marché, surtout qu'on a fait la route qui va de Bamenda jusqu'à Enugu au Nigeria. Prenez la région du sud-ouest, il n'y a pas un marché. Je connais bien le marché de Tiko, c'est des amas de tôle. De Limbe, il n'y a presque rien. Ça ne ressemble pas à grand-chose. De Kumba, grand-chose non plus. Ils veulent un conseil général qui peut prendre des décisions pour leur doter des infrastructures. Un marché, un IUT. Vous comprenez? Une zone industrielle. Par exemple, les ressources en eau du Mont Cameroun. Ils voudraient par exemple une zone industrielle où on peut transformer cette eau-là pour faire de l'eau de source, l'eau minérale, des boissons non gazeuses, des boissons gazeuses non alcoolisées, par exemple, autant pour moi. Donc, ces initiatives-là ne sont pas prises. Bon, Paul Biya leur répond que lui, dans sa logique à lui, fidèle, il a bien dit dans son discours, j'ai noté, à l'équilibre régional. Donc, il a réaffirmé son attachement au principe de l'équilibre régional. Ça veut dire que la gouvernance inclusive dans notre pays, ça veut dire que pour faire participer tous les Camerounais à la gouvernance, il suffit de nommer les élites de tous les coins qui d'abord font allégeance au RDPC et puis on les nomme à la mangeoire où ils peuvent se remplir les poches et aller distribuer du pain à la sardine dans les populations, aux populations dans les villages. Donc, Paul Biya a dit ça. Et il a dit que voilà, il a nommé les premiers ministres, soit du nord-ouest, soit du sud-ouest, que cette fois-ci, il a pris quelqu'un du sud-ouest. Et ça peut aussi interroger la question des pouvoirs du premier ministre, mais ça, c'est un autre débat. Ensuite, Paul Biya a dit qu'il initiait le dialogue. Donc, pour lui, le dialogue tournera autour de plusieurs points. J'ai noté les plus importants. Il a cité plusieurs points dans son discours. Il a parlé du bilinguisme, il a parlé de la diversité culturelle, il a parlé de la cohésion sociale, il a parlé du retour des réfugiés, il a parlé de la reconstruction, donc il a parlé de plein de points. Là aussi, je peux aller très vite sur le bilinguisme. Je veux dire, il a créé une commission nationale de bilinguisme. Donc, Tibor Nadji même a reconnu devant le Congrès américain que cette commission n'a pas de moyens de travailler, elle n'a pas de ressources, donc c'est une commission vide, c'est une coquille vide. Hein, je vous passe plusieurs articles des journaux internationaux qui en ont parlé comme étant une coquille vide. Ensuite, il a parlé de la diversité culturelle. Bon, la diversité culturelle au Cameroun, elle est mise à mal par l'instrumentalisation du tribalisme. Des chaînes de télévision comme Vision 4, c'est quand même à un jet de pierre du président de la résidence de Paul Biya. Les gens qui instrumentalisent le tribalisme sur les réseaux sociaux, les Patrick Mala, les Mathias Onangini, les Amer Kamer, les Francine Beng, donc on sait que c'est le journaliste Ernest Obamanana. Donc, tout ce beau monde-là, ce sont des personnes, ça se passe à un jet de pierre de Paul Biya. Donc, il sait très bien c'est que cette instrumentalisation du tribalisme met en mal la diversité culturelle. La stigmatisation de certains ennemis, en l'occurrence l'ennemi Bamileke, du président Maurice Kamto, dont il est originaire, en disant oh, les Bamileke n'auront jamais le pouvoir ici. Ceux qui disent ça sont là à Yaoundé. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait pour les sanctionner. Donc, il a parlé de la cohésion sociale. De quelle cohésion sociale on parle? Il a parlé de la reconstruction, du retour des réfugiés.
Quand vous regardez dans un pays comme la Centrafrique, si vous allez regarder, les États-Unis et les Nations Unies ont mis 1 milliard de dollars sur la table. 1 milliard de dollars. Et ça n'a même pas pu régler 50% des besoins. Dans un pays de, je ne sais pas, 10 millions d'habitants à peine. Alors, quand vous prenez la région du Nozo, qui, elle, à tout seul, fait environ 8 millions d'habitants, vous pensez que le Cameroun va avoir les ressources pour financer la reconstruction de tous les villages qu'on a brûlés, saccagés, des plantations, tout? J'attends de voir, attendons de voir ce qui sortira du fameux débat. Donc, il a dit que le Premier ministre mènera les consultations. Bon, je ne m'étends pas trop là-dessus parce que quand j'ai entendu ça, moi, ça a sonné dans mes oreilles comme étant une tripartite bis. Hein, on se rappelle que lors de la tripartite, bon, nous étions très jeunes. Hein, Sado Hayatou, Premier ministre, avait mené le même genre de consultation. Il avait reçu des gens. Il y avait une tripartite. Les gens ont parlé pour parler. On est sorti de là avec rien du tout. La preuve, cette tripartite est censée mettre en place une décentralisation. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, on parle toujours de la décentralisation. C'est aujourd'hui là que Paul Biya dit qu'il a mis en place le ministère pour appliquer quelque chose qu'on avait décidé 30 ans plus tard. Donc, voilà. Bon, enfin, Paul Biya a rappelé son attachement à l'intégrité du territoire. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Il a dit qu'il était attaché, le Cameroun était un et indivisible. Oui. Maurice Kamto aussi a toujours dit que le Cameroun est un et indivisible. Voilà. Donc, il n'y aurait pas de... Il n'était pas attaché à la partition de notre territoire. Sur ce point-là, on ne peut rien lui reprocher. Maintenant, moi, je voulais parler du contexte parce qu'on est en politique. N'oublions pas que nous sommes en politique. Et que Paul Biya, c'est un homme politique. C'est un renard de la politique. C'est quelqu'un qui n'a fait que la politique. Voilà, il n'a fait que la politique. Il n'a pas eu une carrière, par exemple, corporée dans le privé, où il a travaillé dans le privé avant de rejoindre la politique. Il n'a pas eu une carrière dans la société civile. Voilà, il n'a pas eu une carrière de fonctionnaire international avant de rejoindre la politique. Il n'a pas eu une carrière d'enseignant. Dès qu'il est arrivé, il a commencé sa carrière dans les ministères. Donc, c'était des décisions administratives et politiques. Secrétaire général d'un ministère, déjà, c'est politique. Donc, quand on regarde ça, on s'aperçoit que Paul Biya est un homme politique. Donc, il faut questionner, moi je voulais faire un live un peu différent. Il faut questionner l'opportunité du discours. Parce que là, on est en sciences politiques. Il faut questionner l'opportunité du discours. Quelles sont les raisons qui ont amené Paul Biya précipitamment dans un délai aussi court, alors qu'on sait que dans notre pays, il s'exprime souvent pour présenter ses vœux à l'occasion du 11 février et à l'occasion du 20 mai peut-être, et puis c'est tout. Donc il s'exprime 3 fois, c'est que les vœux de fin d'année, le 11 février, le 20 mai. Bon. Qu'est-ce qui a donc amené Paul Biya à faire un discours supplémentaire aussi vite et dans un espace de temps aussi court? Donc, lorsqu'on interroge l'opportunité de son discours, on se rend compte que ce qui a amené Paul Biya à se prononcer rapidement, c'est essentiellement des facteurs externes. Lorsque je parle de facteurs externes ici, je parle de l'Union africaine, je parle des organisations internationales comme l'Union africaine, je parle des organisations internationales comme les Nations unies, je parle des organisations internationales comme l'Union européenne, je parle aussi des facteurs externes comme l'économie, qui sont des facteurs externes. Et je vais expliquer pourquoi. Au niveau de l'Union africaine, vous avez deux choses. Vous avez la requête, c'est-à-dire que vous avez la requête qu'a introduit Maurice Kamto, qui estime qu'il a gagné les élections présidentielles, qui a introduit une requête au niveau de la Cour la Commission des droits de l'homme et des libertés de l'Union africaine. Cette Commission des droits de l'homme et des libertés, qui n'est pas facile pour recevoir, lorsqu'il y a une saisine, pour recevoir l'examen du contentieux, a déclaré cette plainte recevable. Donc, elle a reçu la plainte de Maurice Kamto. Elle a examiné la plainte de Maurice Kamto, donc elle a adressé le contenu de la plainte de Maurice Kamto et un courrier au gouvernement camerounais afin qu'il puisse produire ses propres arguments, qui puissent contrecarrer ceux de Maurice Kamto.
J'observe que ces arguments étaient attendus au mois de mai et nous avons passé le mois de juin, de juillet, de août, de septembre, 4 mois déjà. Le Cameroun avait un délai de 2 mois. Ça fait déjà 4 mois que le Cameroun n'a pas déposé à l'Union africaine. Si le Cameroun avait déposé, on verrait sur le site internet le statut que le Cameroun a déposé. Le Cameroun n'a pas encore déposé. Donc le Cameroun est en difficulté. Il ne parvient pas à se sortir de ces difficultés. Donc, et la plainte est toujours pendante, elle n'a pas été retirée. La deuxième chose, le deuxième facteur externe lié à l'Union africaine, c'est qu'il y a un collège de chefs d'État africains qui comprend Olusegun Obasanjo, entre autres d'anciens chefs d'État africains, qui comprend Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, qui comprend Joachim Chissano, ancien président du Mozambique, qui comprend Jerry Rawlings, ancien président du Ghana, donc, qui comprend, je crois, la dernière fois j'ai cité 4. Donc, ces anciens chefs d'État-là pensent que la crise anglophone s'enlise et pensent qu'il ne serait pas bon que ce soit un dossier qui soit traité par les États-Unis ou l'Union européenne. Donc, pour éviter qu'on en arrive là, ils ont pris une initiative de règlement, d'abord de la crise post-électorale, qui n'est pas clos. Parce que Paul Biya en a parlé dans son discours, mais je vais vous dire pourquoi. Comment est-ce qu'il en a parlé? Parce qu'il faut bien décrypter le discours politique. Il pense qu'il faut un règlement du contentieux électoral devant, par la négociation, par le dialogue. Ça veut dire qu'il faut un contentieux électoral où il y aurait un accord à la Kenyane qui aboutira à un partage du pouvoir. Donc, ils ont mis ça sur la table. Et deuxièmement, ils pensent que la crise anglophone devrait être négociée au niveau de l'Union africaine par un collège, un conseil des sages. Donc, leur initiative était d'éviter les sanctions américaines, les sanctions sur l'égide des Nations Unies, les sanctions de l'Union européenne et éventuellement un recours à la force. Parce que les Américains, ils sont passés en main le jour disjoncte. En 1 heure, ils prennent une décision qui peut avoir des conséquences terribles. Donc, cette initiative-là est sur la table. Elle est précédée d'un grand colloque qui devait avoir lieu à l'Union africaine. Et à la fin de ce colloque, donc, il devait avoir cette conférence-là à Yaoundé. Donc, étant donné que la conférence, au début, on avait annoncé dans l'air et que les choses se précisent, et qu'à l'issue de la conférence, il devait avoir une troïka composée de Jerry Rawlings, Joachim Chissano et Obasanjo, qui devait se rendre à Yaoundé pour voir Paul Biya. Vous comprenez donc que l'annonce du dialogue, c'est une manière de couper l'herbe sur les pieds du colloque sur le Cameroun qui devait se tenir à l'Union africaine et d'un éventuel déplacement, la troïka à Yaoundé. Parce qu'on m'a dit, bon, voilà, vous venez pourquoi? Il y a déjà un dialogue qui est en cours, donc votre voyage est sans objet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau de l'Union, de l'UN, donc de l'ONU, United Nations, donc le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations unies. Le Conseil de sécurité se réunirait en marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui aura lieu, je crois, c'est le 20, du 17 au 24, je crois. Donc, il y aurait deux réunions du Conseil de sécurité. Donc, Paul Biya, sûrement, briefé par ses amis français, a dû comprendre qu'au cours de cette réunion, vu que beaucoup de chefs d'État africains seraient présents, les Américains pourraient introduire un lobbying fort dans les délégations des chefs d'État africains 1 ou 2 jours avant. Et pour comprendre ça, il suffit de lire le New York Times. Si vous lisez le New York Times des semaines dernières et même de cette semaine-ci, vous comprenez qu'il y a une tendance pour les États-Unis à introduire un gros lobbying pour le règlement, ils ont dit, de certains conflits en Afrique. Donc, comme il y a la crise anglophone, qui est un conflit qui a fait l'objet de plusieurs hearings au Congrès, donc Paul Biya a très bien senti, et il a recruté des lobbyistes aux États-Unis, il a très bien senti que cela pourrait aboutir à cette fois-ci une réunion non informelle du Conseil de sécurité, mais peut-être une réunion formelle qui déboucherait sur des sanctions, genre interdiction de voyager, gel formel des avoirs, embargo sur les devises, etc., etc., etc. Donc, pour désamorcer ça, vous vous rappelez quand il y avait la réunion informelle du Conseil de sécurité sur le Cameroun, il avait envoyé Dion Gouté faire une sorte de cinéma avec Frundi
en disant que voilà, John Mouté a mangé le foufou héros avec John Fundi, ils ont bu le vin de palme, donc il y a le dialogue qui va, et donc il y a des consultations en cours pour le dialogue. Donc, là aussi, pour désamorcer une éventuelle réunion formelle du Conseil de sécurité sur le Cameroun, qui pourrait sortir de là avec des sanctions, pour bien lancer le... C'est un homme politique, hein. Le politicien, lui, n'agit que quand il a le couteau, le couteau à la gorge, ou bien le fusil sur la table. Sinon, il ne se presse pas. Et il utilise des décisions comme le dialogue, là, c'est comme des jeux de cartes. Vous avez le as, vous avez le cœur, vous avez le ceci. Vous utilisez les cartes en fonction de la stratégie de vos adversaires. Donc, Paul Biya, lui, il utilisait la décision de dialogue, parce que c'est quand même lui qui avait dit, nous avons combattu le maquis, donc il considérait que les personnes qui se plaignaient en zone anglophone, c'était les maquisards, c'était des gens, des insurrectionnels. Mais s'il a changé subitement sa décision, s'il a changé subitement son point de vue, ce n'est pas du tout gratuit. S'il a changé son point de vue, c'est exclusivement parce qu'il s'est rendu compte que les personnes, c'est-à-dire que la communauté internationale a commencé à activer un certain nombre de leviers. Comme j'ai dit au niveau de l'Union africaine, le recours de Maurice Kamto, la décision des sages africains de se rendre à Yaoundé pour lui faire entendre raison et convoquer un dialogue au niveau de l'Union africaine. Ensuite, il y a la décision du Conseil de sécurité qui, si elle prenait déjà des sanctions, ça ferait un peu, ça va alourdir parce que ce que, dans la posture d'un homme politique, M. Biya a besoin d'une chose, c'est de ne pas perdre la main parce que s'il y a déjà la prise en charge du dossier dialogue par l'Union africaine, c'est qu'il a perdu la main. Donc ça dépend plus de lui. Parce que c'est plus lui qui va faire le casting des personnes qui seront présentes à ces débats. Ce n'est plus lui qui va décider des thèmes. Ce n'est plus lui qui va rédiger la mouture finale. Et ce n'est plus lui qui va décider de l'application ou de l'applicabilité interne des décisions issues d'un tel dialogue. Alors que quand ça reste encore à Yaoundé, il a la main. Donc, il fallait couper l'herbe sur l'épée de l'initiative des présidents africains. Deuxième chose, au niveau du Conseil de sécurité, s'il y a des sanctions qui sont prises contre Paul Biya, par exemple, contre le Cameroun, ou par exemple une sanction qui dirait, publierait une liste de 100 personnes avec interdiction de voyager et gel des avoirs, et que ça va durer 20 ans. Vous imaginez si les ministres ne peuvent plus voyager, etc., etc., ça commence à réduire la mobilité, la marge de manœuvre, même de son gouvernement. C'est ce qui a causé des gros dégâts à Laurent Gbagbo. Donc, pour éviter cela, il a dit, bon, je mets en place ça, comme ça, si jamais il y a une initiative en cours au Conseil de sécurité, mon ambassadeur Tomo Monté va plaider le fait qu'il y a un dialogue qui va démarrer et que les sanctions du Conseil de sécurité vont gêner le dialogue peut-être. Donc, il a introduit la question du dialogue. Ensuite, il y a eu, c'est très important, en plus du lobbying des Camerounais vivant aux États-Unis, au Sénat et au Congrès américain, il y a eu l'accélération du lobbying de la diaspora camerounaise vivant en Europe. Hein, on a vu en l'occurrence au Parlement européen, on a vu Boris Berthaud, on a vu la Twin, là, j'oublie son nom, on a vu Maître Florence Noumonguet, on a vu Sandy Boston, on a vu Calibri Calibro, donc ils se sont rendus au Parlement européen, à la Commission européenne à Bruxelles, qui ont été reçus par un collège de représentants des commissaires européens, qui ont été reçus par des parlementaires européens. Donc, il y avait des attachés des commissaires européens et des parlementaires européens. Donc, il y a eu un échange où ils ont posé en place un plaidoyer. Je pense que si vous allez sur le site de JMTV, Jacques Moifo TV+, vous allez voir les vidéos, le release. Donc, cette diaspora donc, a porté la voix des sans-voix. Ça veut dire que les revendications des personnes vivant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les réfugiés, les populations civiles. Cette diaspora a porté les revendications de notre société civile qui est étouffée en ce moment dans les médias, hein, avec Atangani qui prend des décisions liberticides. Cette diaspora a porté la voix des militants du MRC qui sont persécutés depuis le conflit post-électoral, hein, l'arrestation de Maurice Kamto, la torture des militants, les interdictions du meeting, etc., etc. Donc, cette diaspora a porté la voix du MRC au sein des populations du nord-sud-ouest et de la société civile camerounaise, au sein du Parlement européen.
elle leur a rappelé qu'ils avaient pris Moi, j'ai beaucoup aimé le plaidoyer de Calibro, parce que c'était un plaidoyer qui avait beaucoup d'empathie. Et je l'ai d'ailleurs dit à quelqu'un qui était dans la salle là, dont je ne vais pas donner le nom ici dans le live, en disant que quand on s'exprime devant des personnalités comme celle-là, c'est pas parce qu'on a trop bûché le droit ou qu'on a trop bûché la diplomatie qu'ils entendent. Ce qu'ils veulent voir, c'est l'empathie. Et j'ai trouvé que Calibri s'était exprimé au contraire, par exemple, de quelqu'un comme Jean Bosco Tagne, qui a voulu impressionner les gens avec son background académique de Boston. J'ai trouvé Calibro s'est exprimé avec beaucoup d'empathie. Il a mis sur la table l'empathie, il a dit qu'il était le fruit de cette jeunesse africaine qui est désœuvrée, qui n'a pas de moyens de s'en sortir au Cameroun, qui a traversé par le désert et que pour 10 000 personnes qui arrivent en Europe, il y a 100 000 qui meurent, 200 000 qui meurent dans la mer et il y a 1 million qui meurent dans le désert. Non, il y a 200 000 qui meurent dans la mer et le désert et il y a 1 million qui meurent dans les pays parce qu'il le mal-être. Donc, il y a eu ce plaidoyer, la diaspora, qui a été pris en compte par l'Union africaine. Et si vous avez suivi, l'Union africaine a dit qu'elle préparait un voyage des parlementaires européens au Cameroun, jusqu'au Nozo, pour toucher du doigt la réalité. Et au retour des parlementaires européens, ça devait accélérer le dossier de résolutions qui ont été mis devant la Commission européenne pour que la Commission européenne passe aux sanctions sur le gouvernement. Donc, quand vous voyez cette conjonction de trucs mis ensemble, pour dire qu'il y a des stratèges quand même qui s'assoient, les Yvonne, tous ces gens-là, ils s'asseyent, ils ont dit, bon, vous voyez, si tout ça se met ensemble et devient un mélange homogène, ça va nous retirer la main, comme on dit en politique. Donc, subitement, il a anticipé, il a prononcé un discours pour dire, bon, voilà, je lance le dialogue, façon de couper l'herbe et de casser un peu la pression qui se faisait de plus en plus forte sur lui. Ensuite, il y a des raisons économiques. Je vais vous expliquer parce que ce n'est pas aussi gratuit. Il y a des raisons économiques. Il y a des raisons économiques pour deux raisons. D'abord, le coût du dollar et ensuite, les réserves de change. Je vais vous expliquer. Ceux qui connaissent bien le Cameroun, ceux qui ont eu à lire les rapports de Pierre Péan, qui est un journaliste décédé, et paix à son âme, les documents de survie, on apprend dans ces genres de rapports-là, des activités, des activistes français, les Jean-François Bayard, ils vous disent qu'au Cameroun, le BI, la GP, les services de sécurité sont directement financés par la SNH, donc qui est la Société nationale d'hydrocarbures. Donc, ça veut dire qu'on ne s'embarrasse pas des ressources, des recettes budgétaires, non les impôts, la douane, etc. Donc, ça dépend